la séance du 2 septembre 2025, pardon. On est mardi, donc ça mêle un petit peu les choses. Pour l'ordre du jour ce soir, vous le voyez aussi affiché à l'écran. Voilà. Donc, l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Administration et greffe, on aura l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 août 2025. L'adoption du règlement 476 qui vient modifier le règlement numéro 472 établissant les taux de taxes, les frais, la tarification de services pour l'exercice financier 2025. En 3.3, l'adoption du second projet de règlement, le règlement 475, modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 464 afin de permettre l'usage activités agricoles en zone de conservation dans la zone CO 804. Au point 4, on aura le dépôt donc des dépenses encourues. Point 5, service à la collectivité. 5.1, autorisation de signature pour une entente de collaboration des premiers répondants. Ensuite, une information pour la mise en place du programme de vidange des fosses septiques. Vous vous rappelez qu'à la dernière séance, on a octroyé le contrat à la firme Belle Rivière, si je me rappelle bien, c'est ça? Donc, les modalités s'en viennent justement pour confirmer là, que tout ça va s'exécuter cet automne. Pour les ressources humaines, en 6.1, on a l'autorisation pour un affichage de poste pour la coordination, donc un coordinateur ou triste des sports, loisirs et culture. Ce sera suivi de la période de questions et de la levée de la séance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Luciard propose l'adoption de l'ordre du jour. Juste un petit mot avant de commencer dans le vif du sujet. Bon, je pense que tout le monde a reçu là, une petite publicité qu'on a envoyée par Publipostage. Ceux qui ne l'ont pas reçue, bon, on en a des copies, mais sur notre site Internet, vous allez la trouver facilement aussi. Donc, je relance simplement l'invitation à tous et à toutes. C'est donc pas seulement réservé aux gens de Saint-Pétronier, mais si vous avez des amis qui veulent participer, qui veulent venir voir ce qu'on a à offrir ici comme service en collectivité, je pense que le sport a été un peu mis de côté. Je ne dis pas que c'est mauvais ou bon, mais bon, on relance un peu de faire bouger les gens. D'où le titre, donc, en forme. Et en fait, pour le samedi, puisqu'on va inaugurer, entre autres, les nouveaux exerciceurs pour aînés qui ont eu grâce au programme de des aînés. Voilà. Et aussi, vous avez vu, on a parlé un petit peu autrefois, nouvelle installation de jeux de pétanque. Pétanque Québec sera sur place. On va avoir une clinique de tennis aussi avec un semi-pro, quelqu'un qui joue mieux que moi, là. Oui, c'est ça. Donc, pour ça aussi, les gens vont nous aider aussi à faire un parcours sur les nouveaux appareils d'exercice qui sont là et plein d'autres choses, jeux gonflables pour les enfants et, bon, les pluchettes, bien sûr, hein, on va y manger et quelques hot dogs aussi là, qui seront servis, suivis d'un dessert. La clôture, ben, je pense, je résume un peu rapidement là, ce qui est là-dessus, mais on va faire ensemble. Exact. Voilà, fait que ça sera la partie fête de la mise en forme. Donc, tout le monde a eu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août. Est-ce que tout est conforme? Et si oui, est-ce que quelqu'un propose l'adoption? M. Beaulieu propose. Merci. Donc, l'adoption, règlement 476, modifiant le règlement numéro 472, établissant les taux de taxes, les frais et la tarification des services pour l'exercice financier. Donc, considérant l'avis de motion déposé par M. Beaulieu lors de la séance du 4 août 2025, considérant qu'il y a lieu d'adopter le règlement 476 modifiant le règlement numéro 472, établissant les taux de taxes, les frais et la tarification des services pour l'exercice financier. Donc, il est proposé que le règlement 476, modifiant le règlement 472, soit adopté. Donc, ça, c'est pour venir modifier le nouveau service qui va être offert à partir de cet automne, notamment le service de vidange des fosses septiques. Donc, on devait faire cette modification-là pour être capable de rendre le service et de taxer, en fait. Puis, si je peux ajouter, il y avait aussi les droits de mutation. Droits de mutation. Puis, le délai aussi. Alors,
je pense qu'on l'avait présenté à la dernière séance aussi pour les communications. Pour éliminer le maximum, mais aussi de donner un peu d'air pour les nouveaux propriétaires lorsqu'ils font l'achat d'une maison. On va permettre de payer la fameuse taxe de mutation, la taxe de bienvenue, comme communément appelée la taxe de bienvenue, en 2 versements. Donc ça aussi, c'est encore une fois pour aider un peu là, les nouveaux arrivants ici à Saint-Pétronille. Donc j'ai besoin de... M. Gaulet propose, merci. « 3.3 », c'est l'adoption du second projet de règlement. Donc, le règlement 475 modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 464 afin de permettre l'usage d'activités agricoles en zone de conservation dans la zone CO 804. Donc, le règlement vise à modifier la grille des spécifications du règlement de zonage. En fait, si je vous résume ça, là, plus simplement, c'est que vous avez, pour ceux qui sont allés voir la grille des usages, définie par zone. Et puis, il y a des petits picots dans cette grille-là. Donc, s'il y a un picot présent, ça veut dire que l'usage est autorisé dans cette zone-là. Il y a un picot qui était, comme on disait, qui a disparu dans la manipulation des documents et tout ça. Il avait été adopté sans ce picot-là. Donc, on rajoute tout simplement un picot qui existait déjà. Mais vu qu'on modifie le règlement de zonage, la loi nous oblige à refaire le processus en entier. Donc, c'est ce qu'on a fait là, à date. On est donc au second projet de règlement ce soir, qui sera affiché à travers un avis public aussi dès demain. Demain, oui. Demain, je crois, c'est ça. Donc, le règlement sera disponible pour aussi être consulté. Donc, il est proposé que le second projet de règlement, modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 464, afin de permettre l'usage d'activités agricoles en zone de conservation dans la zone CO 804. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, M. Martin propose. Merci. Au point 4, ressources financières. On ne changera pas une formule gagnante, donc je vais demander à Mme Chicoine de vous présenter le rapport des dépenses encourues. Donc, je lui cède la parole. Donc, vous vous souvenez, le mois passé, quand je vous ai dit, je présentais les chiffres, puis je n'étais pas certaine. Il y avait l'air d'avoir eu un mauvais rapport qui avait été mis sur le procès-verbal. Donc, c'est pour ça que vous voyez juillet et août pour corriger le tir qu'il y a eu le mois passé. Donc, sécurité civile et incendie, bien, c'est le paiement qu'on a fait pour le service. La voirie, c'était l'éclairage, comme je vous l'ai dit le mois passé. J'y vais pour les gros chiffres, là, vous verrez. Là. Le 15 500, bien, c'est l'aménagement. Donc, il y a une partie de la facturation pour la plantation avec le MTQ. Puis aussi les plates-bandes, puis tout ça, l'entreprise là, qu'on a mandatée pour ça. Activité, sport et culture, le 126 000, bien, c'est les jeux pour les aînés. Donc, pourquoi on a une subvention, je vous rappelle, d'à peu près 99 000. Donc, oui, ça dépasse parce qu'on a ajouté des abris solaires. Ce n'était pas inclus dans la subvention MADA, mais on trouvait important de le faire. Puis aussi, on avait une problématique de drainage. Donc, étant donné que l'entreprise était déjà là, bien, on a demandé à ce qu'ils puissent enlever le drain. En fait, le drain était débranché. Là, fait que c'est pour ça qu'il y avait une difficulté d'écoulement des eaux de pluie. Puis, on en a eu beaucoup de pluie avec des gros coups d'eau. Puis là, effectivement, le terrain n'était pas capable de l'absorber. Donc, vu que la machinerie et les entreprises étaient déjà là, on s'est entendu, c'était beaucoup moins cher de le faire par eux que de remobiliser notre équipe. Donc, l'écart entre la subvention qu'on a reçue ou qu'on va recevoir, là, parce qu'elle n'est peut-être pas dans nos coffres tout de suite, mais c'est ça la différence. Et la différence, soit que c'est pris dans nos surplus ou soit que c'est pris dans d'autres postes budgétaires s'il y a de la disponibilité. Pour ce qui est du reste, c'est pas mal
c'est pas mal la même chose que d'habitude, là. Ça fait le tour pour ça. Oui. J'ai aussi préparé, en fait, j'ai préparé une mise à jour, une mise au point, en fait, sur la gestion financière parce qu'on entend beaucoup d'informations qui disent que les dépenses vont n'importe où, qu'on dépense beaucoup, puis que ça l'inquiète la population. Bien, je tenais à faire la mise au point au niveau des finances, puis de vous rassurer, en fait, que tout va bien. Puis, je vous ai présenté, je vous ai préparé un petit PowerPoint. Donc, pourquoi une présentation comme ça? Bien, comme je viens de vous le dire, de l'information inexacte qui circule, puis cette présentation-là va être sur notre site Internet. C'est comme habituellement, là, avec la séance, je vais marquer présentation, puis tout ça, puis elle va se retrouver dès demain, là, demain soir, parce que avec Internet ici, là. OK, donc, et tout ça, l'information inexacte qui circule, bien, ça remet en doute indûment la compétence du conseil et de l'administration. Donc, je tenais, moi, à vous dire que j'administre, je crois bien, la municipalité, fait que je voulais vous le démontrer avec des chiffres réels. Et bien, la municipalité a le devoir aussi d'informer ses citoyens. Donc, la présentation de la mise à jour va porter sur les frais juridiques de 2023 à ce jour, et même de 2022, parce que j'ai ajouté une année, fait que je vais modifier la diapo de présentation parce que c'est de 2022. Rapport financier 23 et 24, et je vais vous faire un suivi du budget 2025. Donc, c'est sûr que le suivi du budget 2025, c'est sous toute réserve, c'est pas audité du tout, c'est maison. J'ai pris une photo au 30 juin 2025, puis j'extrapole jusqu'au 31 décembre 2025 pour voir est-ce qu'on s'en va dans la bonne track, oui ou non. Donc, je vous présente ça. Je ne prendrai pas les questions pendant la présentation pour pas que ça commence à être une question-réponse, ça, à moins que ça soit une question à des fins de compréhension puis que ça vous empêcherait de continuer à bien comprendre là, le document. Là, à ce moment-là, oui, je pourrais répondre, mais si vous avez vraiment des questions par rapport à quelque chose, bien, en période de questions, ça sera le moment de le faire. Donc, encore là, frais juridiques 22, 23, 24, 25. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pris toutes les factures qu'on a reçues de 2022 à ce jour, puis je les ai analysées. Donc, ces coûts reflètent des situations conflictuelles exceptionnelles, bien au-delà de la gestion municipale courante, qui ont nécessité un accompagnement juridique. Bien que l'approche initiale aurait pu être différente, nous devions protéger les employés et l'organisation municipale contre la désinformation et la diffamation. Donc, vous êtes d'accord que c'est une situation exceptionnelle que la municipalité a vécue et bien évidemment, on n'a pas sous la main toute l'expertise nécessaire puis les réponses à des questions de protection des renseignements personnels, par exemple. Donc, c'est certain que la municipalité, toute municipalité, même au-delà d'une gestion des situations exceptionnelles, bien, vous voyez qu'en 2022, en rose, les frais en 2022 étaient de 40 000, presque 41 000. En 2023, ça a été à 35 000. En 2024, à 72 000 presque. Et en 2025, à ce jour, on est à 20 500. Donc, en 2022, c'était beaucoup le réseau d'égouts. Donc, bien évidemment qu'il y a eu des frais de gestion contractuelle notamment. En 2023, ça a été la gestion un peu courante et fin 2023, on a commencé à avoir des facturations un peu plus exceptionnelles. 2024, c'était le gros de cette situation-là. Et 2025, somme toute, ça a une tendance à revenir à la moyenne qu'on connaît là, quand il n'y a pas ça. En parlant de moyenne, donc, même en incluant l'année 2024 qui a été exceptionnelle, on se retrouve à peu près à 42 000 par année de frais juridiques. Puis si on retire cette année-là, qui fait évidemment gonfler la moyenne, bien, on se retrouve à peu près à 32 000 par année. Donc, là, les couleurs, j'imagine, ne sortent pas très bien à l'écran, mais vous avez la moyenne 2024 qui est la première ligne en haut et l'autre moyenne qui est plus en rouge qui est en dessous.
Fait que vous voyez qu'effectivement, on est souvent en deçà de nos moyennes et que c'est 2024 là, qui vient brouiller les pistes, mettons. Si je poursuis, j'ai classé par thématique les frais juridiques, donc droit de propriété, le droit municipal, la CMQ, le MAMACH, le droit du travail, l'aménagement, gestion contractuelle, infraction, demande d'accès aux documents et gestion de conflits. Donc, vous les voyez à travers les années 22, 23, 24 et 25. Et puis, ce qu'on voit, évidemment, c'est la gestion de conflits qui a été qui a demandé beaucoup plus la thématique ressort plus sur ça, la demande d'accès aux documents et les infractions aussi qui ressortent. Donc, j'ai pris les trois qui ressortaient le plus et je les ai encore plus forés, je les ai encore plus analysés. Donc, en gestion de conflit, ce qui est arrivé, c'est que face à la diffamation et à l'intensité croissante des actions citoyennes, nous avons choisi une approche juridique directe. Ces situations exceptionnelles sortant de notre zone d'expertise habituelle ont généré une escalade non anticipée. Bien évidemment que quand la municipalité voit des choses, puis que là, il y a une situation conflictuelle, bien, c'est bien certain que la municipalité, elle ne peut pas rester les bras croisés. Comme je vous ai dit à la première diapo, souvenez-vous ce qui était marqué, je vous l'ai lu, effectivement que l'approche a été une approche juridique directe. Est-ce que les actions initiales auraient pu être différentes? Ça se peut que oui. Est-ce que l'escalade aurait été différente? Ça se peut que oui. On ne le saura jamais. C'est juste que là, c'est ça qui s'est passé. Il y a eu une escalade qui n'était pas prévue parce que même après les mises en demeure, où c'était aussi la protection des renseignements personnels, si vous cherchez mises en demeure, c'est là. Parce qu'il n'y a pas que les mises en demeure dans protection des renseignements personnels, ça a été vraiment aussi des avis juridiques qui ont été cherchés sur comment une municipalité doit gérer la protection des renseignements personnels et la mise en demeure était un outil. Gouvernance, en fait, c'est tout ce qui est relation avec l'art des conseils, l'art de bien préparer les conseils, tout ça, parce qu'évidemment, quand il y a une escalade qui va, bien, on se protège un peu plus et c'est l'effet pervers là, que ça l'amène. Et l'impact médiatique, bien évidemment, que quand il y a une situation comme ça, bien, à ce moment-là, la municipalité, elle doit aussi aller valider certaines informations. Donc, frais juridiques, des demandes d'accès aux documents. Il y a 11 demandeurs qui ont généré, puis ça, c'est juste 24-25 parce que je n'ai pas mis 22-23. Il n'y en avait pas de frais juridiques liés aux demandes d'accès aux documents, fait que c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Puis c'est pour la même chose pour l'autre diapo. Bien, 22 n'est pas là, puis 25 parce que j'ai rien par rapport à ça comme frais juridiques. Donc, c'est pour ça que les années sont différentes. Donc, 11 demandeurs ont généré 23 524 $ en frais juridiques. Écart entre les demandeurs, bien, j'ai un demandeur qui peut coûter 65 $, puis je peux avoir un autre demandeur qui peut aller jusqu'à 9 000 et un peu plus que 9 000 $. Ces frais-là n'incluent pas le temps des ressources humaines pour traiter chaque demande, parce qu'évidemment que quand il y a beaucoup de documents qui me sont demandés, j'ai le devoir de fouiller et de revirer chaque roche pour s'assurer que j'ai bien fait le travail, parce que les personnes qui font les demandes d'accès aux documents ils peuvent après porter plainte à la commission. D'ailleurs, le coût à venir, bien, c'est pas terminé. Là, les frais juridiques dans cette thématique-là vont se poursuivre parce qu'on a une contestation de documents qu'on avait fournis, puis ça nécessite une comparution à la commission d'accès à l'information. Et cette comparution-là, pour une municipalité, on est obligé de se faire représenter par les avocats. Fait que même si moi, je ne voudrais pas, puis je disais non, je veux me présenter tout seul, bien, on n'a pas le droit parce que la loi sur l'accès nous oblige à être représentés. C'est pas toutes les commissions que c'est comme ça, mais cette commission-là, ça l'est. Fait que donc, c'est pour ça que je ne peux pas prévoir, moi, en 2025, la ligne orange, elle va aller jusqu'où. Ça dépend de la suite de l'année, si je peux dire ça comme ça. Par la suite, les infractions. Bien, vous voyez, les infractions, mal an, bon an, mal an, on a eu 7 infractions depuis 2022.
puis que ça a généré 28 171 $ en frais juridiques. Et les écarts entre infractions, bien, c'est comme tantôt, là, des fois, il y a des infractions qui coûtent plus cher, puis d'autres fois moins cher. Ça dépend comment que la personne qui est prise en infraction collabore ou pas avec la municipalité. Et si on est obligé d'aller en cours, bien, habituellement, ça peut nous coûter 5 000 à 6 000 $ par infraction s'il faut se rendre en cours. Tu sais, si on fait juste un avis de non-conformité, qu'on envoie un huissier ou des choses comme ça, les frais sont plus minimes. Mais s'il faut se rendre en cours, bien évidemment que là, il faut étoffer la preuve, se présenter et aller de l'avant. Et encore là, là, on est représenté par des avocats quand on est en cours municipal. Donc, on a, vous voyez là, par année combien qu'on a. Bien, le coût à venir en 2025, bien, ça va être en fonction des inspections sur le terrain et des plaintes qui sont déposées, parce que les citoyens peuvent déposer des plaintes. Puis, à ce moment-là, on agit, puis on réagit, puis on envoie des lettres recommandées aux fautifs. Je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, ça faisait le tour là, des frais juridiques. Le rapport financier, souvent vous m'avez demandé, ou en conseil, ou en période de questions, le réel versus le prévisionnel. Donc, à maintes reprises, je vous avais dit que l'information, elle est déjà publique, elle est déjà sur notre site Web. Donc, je vais juste reprendre où vous pouvez trouver l'information. Donc, à chaque année, la municipalité, comme toutes les autres municipalités au Québec, on doit se faire auditer par une firme indépendante. On doit présenter son bilan financier avant le 30 juin de chaque année. Puis, on doit déposer le tout à la fois sur notre site Web et sur le site du ministère des Affaires municipales. Donc, je vous ai remis en rappel les deux liens directs où ce que vous pouvez aller voir les informations. Puis, vous avez les états financiers sur notre site Internet avec même le rapport du maire, que ça aussi, c'est une obligation de la loi, que le maire ou la mairesse doit faire rapport de l'état financier. Et sur le site du ministère des Affaires municipales, je vous invite à aller voir parce qu'il y a d'autres documents qui se retrouvent là que nous, on n'a pas sur notre site Web, mais qu'on a envoyé au ministère et eux, dans leur base de données, sont capables d'extraire et de sortir d'autres rapports qui ne sont pas sur notre site Web. Ça fait que ça peut être intéressant d'aller éplucher ça aussi, là, si le cœur vous en dit. Budget 2025. Fait que là, la seule chose que je vais changer, c'est que je vais mettre sous réserve. Parce que là, je ne voudrais pas que vous arriviez avec ça, puis au 31 décembre, puis vous me dites, bien, Mirabelle, telle ligne, comment ça que c'est pas là? C'est des prévisions. Donc, c'est sûr que à l'heure actuelle, quand je vous présente ça, ça se peut qu'il y ait des écritures qui ne soient pas faites dans le bon compte de Grand Livre, puis qu'en fin d'année ou quand on se rend compte de dire « Ah non, OK, ça, c'était pas dans autres frais, c'était dans autres frais divers. » Tu sais, vous le savez, les comptes de Grand Livre, des fois, on en a plusieurs. Fait que ça se peut qu'il y ait des écritures comme ça. Somme toute, j'ai analysé le budget et je suis, tu sais, je suis confiante là, à 95 % que ça va se réaliser comme ça, mais ça ne sera pas nécessairement le vrai chiffre à la bonne chose. Fait que c'est sûr qu'au 31 décembre, si vous m'arrivez, ça se peut que ça ne soit pas le même chiffre. Mais globalement, moi, je voulais voir, puis j'ai présenté ça aussi au maire, je voulais voir est-ce qu'on est sur la bonne voie, puis c'est ça. Et de plus, je ne l'ai pas marqué, mais je vous le dis, en période électorale, toutes les municipalités du Québec se doivent aussi de faire cet exercice-là. Fait que croyez-moi ou pas, j'avais l'intention de vous présenter ça, puis c'est par la suite qu'on a reçu un avis d'Élections Québec nous disant « N'oubliez pas, en période électorale, juste une année électorale, vous devez présenter une des dernières séances. » Donc, on n'a pas attendu à la dernière séance du 29 septembre pour faire ça. On le fait maintenant. La présentation va être sur le site Web dès demain, à quelque part dans la journée. Fait que vous allez pouvoir l'éplucher puis poser des questions le 29 septembre si vous en avez. Comme ça, ça va vous laisser le temps aussi de décanter l'information. Donc, encore là, c'est vraiment une extrapolation. Fait que j'ai pris les prévisions, la colonne 2025 que vous voyez, c'est vraiment la prévision budgétaire qu'on vous a présentée le 16 décembre 2024. Pour le budget 2025. Au 30 juin, on avait ça comme dépenses ou revenus qui étaient rentrés. Et le prévisionnel au 31 décembre, c'est ce qu'on prévoit recevoir. Et par la suite, il y a un écart. Donc, quand l'écart est moins significatif, là, vous comprendrez que ce soir, je ne commencerai pas à passer toutes les lignes, mais je voulais vous les présenter.
Donc, allons-y. Pour ce qui est des taxes puis services rendus, les deux premiers blocs, c'est pas mal, somme toute, ce qu'on avait pensé. Les autres services, ce qu'il y a là-dedans, pourquoi qu'on a un 11 000 $ de plus, c'est que ceux et celles qui suivent le conseil, bien, vous vous souvenez qu'on avait voulu reprendre un local qui nous appartient, mais finalement, présentement, c'est un loyer, puis on n'avait pas prévu d'avoir des revenus toute l'année, on avait prévu d'avoir des revenus juste une partie de l'année. Bien là, à ce moment-là, ça s'explique parce qu'on va recevoir des loyers supplémentaires. Donc, c'est l'écart qui s'explique comme ça. Droit de mutation immobilière, bien, comme on vous avait déjà présenté puis qu'on vous l'a dit, c'est très difficile de prévoir et de prédire combien de maisons va se vendre sur le territoire. Donc, on ne veut pas non plus être jovialiste puis booster en bon québécois les revenus qu'on va avoir de nos droits de mutation. Fait que c'est pour ça qu'on y va avec une moyenne, qu'on regarde les autres années puis on se dit, bon, bien, cette année, peut-être qu'on va avoir 60 000 de revenus grâce aux mutations. Or, au 30 juin, bien, j'avais déjà 61 800 qui étaient rentrés et j'ai vérifié les chiffres dernièrement et on est déjà à 131 000. Donc, je me dis, OK, peut-être que s'il y a d'autres maisons qui se vendent d'ici décembre, bien, peut-être qu'on va atteindre 140 000. Mais encore là, je n'ai pas voulu y aller joyeusement là, pour booster les revenus indûment. Donc, j'ai été assez conservatrice là-dessus, mais en sachant que à ce jour-là, puis je n'ai pas fait l'exercice pour tout le monde au 31 août, mais pour ce poste budgétaire-là, j'ai quand même été voir et ça s'enligne pour être ça comme ça. Deuxième diapo, amendes et pénalités. Encore là, c'est difficile de prévoir combien d'amendes on va envoyer puis combien de pénalités. En fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne veut pas avoir des revenus d'amendes et de pénalités. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. Et pourquoi qu'on a un 7 000 $ de moins que prévu? C'est qu'on a envoyé des avis de non-conformité à ceux qui n'étaient pas branchés aux égouts encore. Et comble de bonheur, bien, il y a beaucoup plus de monde qui se sont conformés dans les derniers mois. Donc, quand on a mis à jour notre liste des gens qui étaient non branchés, bien, elle a fondu comme neige au soleil, puis ça fait bien notre affaire. Pour ce qui est des revenus d'intérêt, bien, ça aussi, c'est difficile à prévoir, là, des revenus d'intérêt. Donc, j'ai extrapolé là, pour ce qui est du 31 décembre 2025. Et pour ce qui est des transferts, les grandes différences que vous voyez, bien, c'est que les autres transferts, c'est les deux subventions du MTQ et pour les jeux, là, la municipalité Ville-Amie des aînés. Donc, on ne l'avait pas budgété parce qu'au 16 décembre, tout peut arriver, on ne sait pas si on va l'avoir ou pas, fait qu'on s'est gardé, on ne l'a pas budgété. Puis on n'avait pas budgété la dépense non plus pour ne pas créer des dépenses sans les revenus. Donc, c'est ça la grande différence, le 171 000 que vous voyez, c'est les deux subventions. Et vous vous souvenez que pour équilibrer, une municipalité n'a pas le droit de faire de déficit. Donc, si on présente un budget, il faut qu'il soit nul. Il faut que les revenus et les dépenses, ce soit pareil. Donc, pour équilibrer le budget, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller s'approprier le surplus. Et à l'heure actuelle, nous ne pensons pas l'utiliser du tout. Donc, oui, on utilise le surplus pour faire d'autres dépenses, mais on ne va pas utiliser le surplus pour équilibrer le budget. Ce n'est pas pareil. On va l'utiliser, le surplus, mais pas à ces fins-là. Donc, c'est pour ça que vous voyez une différence comme ça. Donc, total des revenus, on a un 100 000 de plus que prévu, dans le sens qu'un écart là, de plus. Si je poursuis avec les dépenses, encore là, beaucoup de demandes nous sont demandées à répétition. En fait, ce n'est pas toujours plein de personnes qui nous posent cette question-là, mais c'est souvent cette question-là qui revient de certaines personnes. La fameuse charge sociale, combien ça coûte en ressources humaines, puis que ça ne va pas bien, puis tout ça, que ça va trop loin et tout. Bien, voyez, on a fait j'ai fait l'analyse. La rémunération, ça inclut les employés et les élus. Donc, on avait budgété 383 618 et on prévoit qu'on va avoir 351 589. Donc, ça va coûter 32 000 $ de moins que prévu.
Et évidemment que les charges sociales, bien, ça va avec. Tu sais, si le salaire, on a moins de salaire à payer, bien, les charges sociales diminuent en conséquence. Et aussi, pourquoi il y a une diminution? Oui, il y a les arrêts de travail, mais il y a aussi un élu de moins qu'on n'a pas eu à payer et qu'on avait quand même budgété. Évidemment, quand on fait un budget, on ne pense pas qu'il y a des gens qui vont démissionner en cours d'année. Fait qu'on on les budgète comme si à 100% tout le monde était là. Et pareil pour les maladies, on ne peut pas prévoir qu'une personne va poursuivre son congé de maladie ou pas. Donc, nous, quand on fait notre prévision budgétaire, bien, on paye pour l'année l'ensemble des postes qu'on a à la municipalité. Après ça, qu'est-ce qu'il y a aussi? Bien, les ressources matérielles. Donc, ça va de ce côté-là. L'entretien des bâtiments, on pense, c'est sous toute réserve, mais effectivement qu'on a budgété 23 000, mais ça se peut qu'on aille plus que 14 800, ça se peut qu'on se rende à 15, 16, 17 000, ça dépend des dépenses qu'on va avoir du bâtiment. On ne souhaite pas que le toit coule, mais tout d'un coup ça, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Somme toute, j'ai extrapolé ce que ça nous a coûté au 30 juin et j'ai extrapolé qu'on ferait exactement à peu près la même dépense en proportion des mois qui restent de l'année. Si on poursuit, services juridiques, donc avec les services professionnels, ça ici, dans le service professionnel, c'est les honoraires professionnels qu'on paye pour soit les services juridiques, la comptabilité, les frais de génie, l'aménagement du territoire, l'évaluation municipale. Donc, là, c'est là où que je vous disais que l'évaluation municipale, vous voyez, c'est sûr qu'en prévisionnel du 2025, je n'avais pas prévu de budget, ce qui est totalement impossible. L'évaluation municipale, c'est sûr qu'on en a. Fait que vous voyez-vous qu'on met en lumière, quand on a fait le budget, ce compte de grand livre-là n'a pas été pris en compte. Fait qu'on va venir corriger la situation. Quoi d'autre? L'aménagement du territoire, bien, je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est l'aménagement paysager. Pourquoi la comptabilité, il y a un écart de 43 600? C'est que cette année, on a eu l'audit aussi de la TEC. C'est un programme du ministère des Affaires municipales. Son nom au complet m'échappe, là, j'ai juste son petit acronyme en tête, là, c'est la TEC, là, c'est un Oui, vas-y. Merci beaucoup. Merci. Donc, la TEC, chaque municipalité locale au Québec a une TEC et doit faire une programmation de ses investissements qu'elle compte faire pour les 4-5 prochaines années. Et quand un cycle de TEC se termine, bien, le ministère des Affaires municipales nous oblige à avoir un audit indépendant puis un audit supplémentaire qui ne rentre pas dans notre audit de municipalité. C'est vraiment un audit par projet spécifique pour la TEC. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de milliers de millions de dollars en jeu. Donc, le gouvernement nous demande un audit indépendant pour ça. Donc, étant donné que c'était une année où la TEC s'est terminée, bien oui, effectivement, il y a eu plus de frais de comptabilité. Et il y a eu aussi des frais de comptabilité, étant donné qu'il y avait une ressource professionnelle qui m'a aidé de janvier à mai à peu près. Donc, ça aussi, ça fait partie des frais de comptabilité. Mais à contrario, bien, on n'a pas payé des salaires aussi. Fait que, il y a dans l'un, dans l'autre, des fois, il y a des dépenses et des revenus, des dépenses qui s'annulent en fait ou qui sont résorbées. Pour ce qui est de sécurité publique et services communs, vous voyez la grosse différence avec la Sûreté du Québec et les services incendies. Je ne veux pas m'excuser, mais j'ai fait le budget en 10 jours l'année passée, si vous vous souvenez bien. Donc, 10 jours pas ouvrables, 10 jours calendrier. Hein, donc, c'est sûr qu'il y a des chiffres que j'ai mis, puis que je pensais que c'était les bons, évidemment. On a redoublé vérifié. Et finalement, quand j'ai eu la facture, bien, tant mieux, c'est une belle surprise. J'ai chargé trop, mais finalement, ça va nous coûter moins cher. Fait que c'est pour ça que vous voyez un écart si grand. En fait, le service incendie à 186 000, c'est les deux municipalités ensemble, c'est pas juste nous. Fait que, donc, c'est pour ça. Ou quelque chose du genre, là, il y avait un mix là, de frais. Pour ce qui est de la MRC, de la CMQ, tout ça, il n'y a pas d'écart prévu. On va payer ce qui était prévu.
Puis les autres, bien, les agents de sécurité, bien, on n'a pas eu. On avait budgété 1 000 on s'en est pas servi. Je ne pense pas qu'on s'en serve, donc c'est une bonne nouvelle, ça aussi. Puis Société protectrice des animaux, bien, à l'heure actuelle, on a eu ça comme facture. Là, peut-être qu'il y aurait un montant supplémentaire là, jusqu'au 31 décembre. Là, je vois que j'avais mis pas d'autres montants, mais c'est pas, ça se peut pas que j'aille. Voyez-vous, là, c'est sous toute réserve. Là, fait que là, je le vois, puis je me dis non, ça ici, c'est sûr qu'il y a un frais. Mais comme vous voyez, c'est 2 500 le plus qu'on peut aller. Pour ce qui est entretien voirie et transport collectif, en fait, c'est les budgets qu'on avait faits pour l'entretien de voirie. On n'a pas, à l'heure actuelle, fait les dépenses totales d'entretien de voirie. C'est bien certain que si on pense être 2, puis où on est 1, puis finalement, on ne peut pas tout faire. Donc, c'est sûr que ça a des répercussions sur les dépenses qu'on ne fait pas parce que la ressource humaine, bien, à ce moment-là, elle ne peut pas faire tout le travail comme si elle était 2. Transport collectif, bien, si on le sait d'avance, il y a une différence très peu significative là, de ça. Si je poursuis, donc, hygiène du milieu, analyse de la station d'épuration, on avait budgété 28 000, puis c'est une différence de 10 000 là, qu'on va voir, ça va nous coûter moins cher que prévu. Ça, c'est vraiment l'analyse là, de la station d'épuration avec des analyses de boue, des choses comme ça, l'analyse des eaux. On a passé, si vous vous souvenez, un contrat avec Nordico, pour ne pas le nommer. Par la suite, qu'est-ce que j'ai? Bien, l'entretien parc et terrain de jeu. Donc, évidemment, on avait prévu peut-être un 5 000 $. Puis, vous vous souvenez que des fois, tu sais, comme activité de reconnaissance, la 300 $, c'est pas parce qu'on est chiche en bon québécois, là, c'est parce que vous vous souviendrez qu'on avait budgété quelque chose en 2024. On n'a pas utilisé 2024. Fait qu'on a déjà un surplus qu'on a accumulé par ce poste budgétaire-là. Fait qu'on s'est dit, on ne remettra pas un 3 000, 4 000 $. On l'avait déjà budgété en 2024. On ne l'a pas utilisé. Donc, on se dit, on va se mettre quand même un petit montant en sachant que dans le surplus, à quelque part dans nos surplus, bien, il y a ce budget-là qu'on n'a pas utilisé l'an passé, puis on ne voulait pas taxer les citoyens par rapport à ça. Donc, terrain de jeu, 5 000 $. Et bien là, c'est pour ça, hein, monsieur le maire vous l'a dit, on va aussi inaugurer les 3 beaux terrains de pétanque là, de grandeur de compétition, donc c'est vraiment chouette. Mais il y a des investissements comme ça qu'en décembre 2024, bien, on n'avait pas prévu les faire, puis il y a des belles opportunités qui sont arrivées, puis on les a faites. Fait que c'est ça les écarts que vous voyez. Si je continue, les frais de financement, intérêt sur les prêts et emprunts, bien ça, c'est très difficile aussi de savoir combien que ça va nous coûter. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous souvenez, lors d'un dernier conseil, on a transformé notre prêt temporaire qu'on disait en prêt plus permanent. Donc, le ministère des Affaires municipales a été en appel d'offres pour faire soumissionner des institutions bancaires pour qu'on puisse avoir un meilleur taux. Et on a obtenu le prêt du ministère des Affaires municipales, ce qui a fait en sorte qu'on a pu fermer le prêt à la caisse. Et évidemment que un prêt d'une caisse versus un prêt du ministère, bien, ce n'est pas les mêmes taux, ce n'est pas les mêmes conditions. Donc, c'est pour ça que oui, on va payer moins d'intérêts, mais à combien au 31 décembre qu'on va en payer moins? Bien là, j'ai fait une extrapolation, mais je ne suis pas certaine de ces chiffres-là non plus. C'est difficile à prévoir. Oups, c'est fini. OK. Donc, les dépenses... Moi, j'aurais pu mettre la ligne de différence, là, désolée, je ne l'ai pas marqué, mais si on fait la différence d'écart, bien, vous voyez qu'il y a un 43 000 qu'on pensait avoir, que ça nous coûte en moins. Fait que sur un budget de 2 millions de dollars, 43 000, puis ça, le 43 000, là, c'est l'écart, ça veut dire que le 150 000, on ne l'a pas utilisé de notre surplus là, pour venir équilibrer le budget. Donc, moi, je pense que le pari est réussi. On est dans la bonne voie. Est-ce que c'est encore ce chiffre-là qui va être? Peut-être pas. Est-ce qu'on va être un petit peu plus de dépenses que prévu parce qu'il va y avoir quelque chose qu'on n'avait pas prévu? Ça se peut. Mais les signaux ne sont pas au rouge du tout à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on voulait prendre le temps de présenter
les états pas les états financiers, mais les prévisions budgétaires, puis de faire l'exercice pour vous le présenter. On trouvait ça très important de le faire. Ça conclut mes présentations. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Mme Schwann, merci beaucoup pour ce travail de rigueur administrative aussi, qui nous a accompagnés tout le long, qui nous a aussi guidés parfois sur les bonnes façons de faire. L'accompagnement, comme on l'a mentionné tantôt, oui, il y a des frais à ça pour l'accompagnement comptable et tout, mais je pense que c'est payant de le faire, puis la preuve, vous venez de le voir. Donc, la municipalité est en excellente santé financière. D'ailleurs, les audits l'avaient confirmé. Lorsque dans un audit ou un rapport d'auditeur, on nous dit sous aucune réserve, ben c'est comme une petite tape dans le dos en disant, mais tout va bien. Je pense que c'est important de faire ça. L'autre chose qui est importante, que je trouvais important qu'on fasse ce soir aussi, c'est que sans vouloir revenir sur les événements, qu'on a parlé rapidement tantôt, une question avait été demandée si un jour on allait savoir combien on aurait dépensé, combien ça aurait coûté. Eh bien, la réponse, vous l'avez vu ce soir. Puis, elle va être publique aussi, comme Mme Schwann le dit, ce rapport-là ou cette présentation-là va être sur le site web demain, sinon après-demain. Donc, ça répond aussi à cette question-là, cette question de transparence. Je pense que c'est important. J'y tenais avant la fin du mandat actuel. On ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas qui sera là après le 2 novembre, mais il fallait que ça se fasse avant la fin du mandat. Puis, tu sais, je voulais aussi, on voulait faire ça parce que les chiffres qui circulent ne sont pas véridiques, donc c'est pour ça qu'il fallait remettre les pendules à l'heure aussi. Ouais. Donc, merci encore pour tout ce travail-là. Je pense que c'est bien apprécié de tous les citoyens. Ça le sera sûrement lorsqu'ils prendront connaissance de ça. On revient à notre ordre du jour au point 5, service à la collectivité. Donc, on a parlé de l'entente de service, d'établir un service de premier répondant à Saint-Pétronille aussi, mais qui se ferait en collaboration avec la municipalité de Saint-Pierre. Donc, il y a déjà un projet d'entente qui a été présenté ou qui sera présenté. Donc, nous, on propose, avec ce projet-là, ce qu'on demande, c'est que le conseil autorise le maire et la directrice générale à conclure et signer l'entente. Donc, ce n'est pas le document final. On l'a déposé auprès des élus qui ont pris connaissance ou qui vont en prendre connaissance. Puis les discussions vont continuer avec la municipalité de Saint-Pierre, justement, pour avoir une entente le plus rapidement possible, puis mettre ce service-là en place. Donc, considérant l'adoption de la résolution 018-02-2025 qui autorise l'implantation d'un service de premier répondant en collaboration avec la municipalité de Saint-Pierre de l'île d'Orléans, considérant qu'il y a lieu de signer une entente de collaboration. Donc, il est proposé, comme je le disais tout à l'heure, que le conseil autorise le maire et la directrice générale par intérim à conclure et signer une entente de collaboration 2025-2030 pour les services de premier répondant. M. Beaulieu le propose. Merci, M. Beaulieu. Pour les ressources humaines, au point 6.1, donc c'est pour une autorisation d'affichage de poste de coordonnateur des sports, loisirs et culture. Coordonnatrice, on s'entend, il n'y a pas de préférence de genre. Donc, considérant que le poste est vacant depuis le 27 août dernier, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'affichage du poste, il est proposé que le conseil autorise la directrice générale, greffière, trésorière par intérim, de procéder à l'affichage du poste, de former un comité de sélection et de recommander au conseil une candidature. J'ai besoin de... Mme Berthiaume le propose. Donc, vous avez compris par cette résolution que M. Nicolas Martin, qui était avec nous, a démissionné parce qu'il y a eu une offre qui lui était très difficile de refuser. Donc, je veux prendre une petite minute ou quelques mots pour le remercier parce qu'il nous a quand même permis d'avancer de plusieurs dossiers majeurs, entre autres avec Tennis Québec, avec le système de jeu de pétanque, conforme à tous les règlements, en plus de plein d'autres choses que Mme Schwann pourrait peut-être compléter, mais il a été vraiment un atout majeur pour la courte période, malheureusement, qui est resté avec nous. On aurait souhaité plus. Bon. On a déposé plus de demandes de subventions avec lui, avec Nicolas, qui était là, que toute la dernière année. Donc, on lui souhaite une bonne chance dans son nouveau défi.
rendu à la période de questions. Donc, avant de commencer la période de questions, je voudrais, sans encore une fois revenir dans le passé, mais je pense qu'on se doit de le faire. La séance du mois passé, ça a donné lieu à un débat qui était un peu inacceptable, presque gênant. Je suis allé voir ce matin j'ai revu la séance, bien sûr, je réécoute les séances, et il y avait 156 vues, je crois, là, de la séance. Je ne connais pas toutes les personnes qui l'ont vu, bien sûr, mais beaucoup de personnes m'ont parlé de cette séance-là en disant comment on trouvait que ça c'était pas respectable. C'était en fait inacceptable, les choses qui se passaient, ou la façon que la période de questions se déroule. Je pense que on doit ramener les choses à un niveau plus respectueux de part et d'autre. Je vise personne, mais je pense que on a eu en conseil des échanges à propos de cette séance-là. Ce soir, je vous fais part aussi de mes préoccupations. On a un règlement de régie interne qui définit les règles de conduite pendant une séance, mais aussi pendant la période de questions. On a entendu malheureusement la semaine passée les citoyens qui disent ne pas vouloir respecter ces règles-là, mais ça ne peut plus être toléré. C'est par respect pour l'institution qui est une séance de conseil public, par respect pour les autres citoyens qui font partie de l'Assemblée, qui sont ici pour venir s'informer et poser des questions légitimes, par respect pour tous les autres citoyens qui vont regarder à distance ces séances-là, ou même qui sont concernés par les décisions ou les actes qui sont produits ici, et aussi par respect pour les employés et les élus qui sont assis de chaque côté de moi ici, même ceux qui ne sont pas présents ce soir. Je pense que des débordements comme il y a eu, ça peut plus se tenir comme ça. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le règlement à la lettre. Donc notre période de questions sera limitée à 20 minutes et on va s'en tenir à ça. Nous avons le devoir de tenir les citoyens informés. Puis encore une fois, je remercie Mme Chicoine pour son travail, pour avoir remis les pendules à l'heure sur plusieurs propos qui ont été tenus le mois dernier. Je ne reviendrai pas sur les propos. Je pense que c'est pas nécessaire, puis c'est pas très glorieux. Mais bon. La présentation qui vient d'être faite, justement, elle confirme que les citoyens n'ont aucune raison d'être inquiets par rapport à la santé financière de la municipalité. J'ai participé moi-même avec mes collègues ici, ou certains de mes collègues, à 8 élaborations de budget dans la municipalité. Et à chaque fois, on a obtenu les résultats qu'on escomptait, on a tenu parole, et cette gestion responsable, transparente, c'est ça qui a permis d'offrir aux citoyens des congés de hausse de taxes 2 années consécutives. Je pense que c'est important de souligner, puis c'est presque, en toute humilité, c'est un exploit d'avoir réussi ça on est les rares municipalités qui ont réussi à faire ça dans les 2 dernières années au Québec. Donc je pense que les citoyens peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Je vais rappeler quand même quelques règles avant de passer à la période de questions comme telle, parce qu'ils sont sur le site web, mais avec ce qu'on voit ou ce qu'on a vu dans les dernières réunions, je pense que les règles ne sont pas bien comprises. Donc, d'abord, concernant l'ordre et le décorum, je vais vous lire textuellement l'article 8. Le maire ou la personne qui préside la séance maintient l'ordre et le décorum durant les séances du conseil municipal. Il peut ordonner l'expulsion de l'endroit où se tient une séance de toute personne qui en trouble l'ordre et le bon déroulement. J'ai toujours évité de faire ça, parce que je ne pense pas que c'est la solution, mais il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Donc, ce soir, on va essayer tous ensemble de faire une séance qui est dans le respect, et dans le respect des personnes, bien sûr, mais dans le respect des règles aussi qui sont prévues. Donc, la période de questions, les questions d'intérêt privé ne concernant pas les affaires publiques de la municipalité ne seront pas permises ou ne sont pas permises pendant les séances publiques et seront rejetées de toute façon.
Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil qui désire s'adresser à un membre du Conseil ne peut le faire que durant la période de questions, bien sûr. Et principalement, la période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. Elle doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses. Je l'ai dit tout à l'heure, la période de questions d'une durée de 20 minutes, sauf avis contraire donné par le président de la séance. Donc, ça peut être 20. On a tenté, là, depuis l'implantation de cette règle-là, d'essayer d'avoir une souplesse, mais force est de constater que cette souplesse-là n'est pas utilisée par bon escient. Donc, on va revenir à 20 minutes pour ce soir. Donc, vous connaissez la procédure pour poser vos questions. Ça va bien, je crois. Donc, on s'identifie clairement. Je pense que la question qui est le plus mal comprise, c'est de poser une seule question et qu'une seule sous-question sur le même sujet. Toute personne qui a plus d'une question peut attendre le deuxième tour et ça va nous faire plaisir de répondre à sa question. Le but dans ça, c'est de laisser la chance à tout le monde de pouvoir poser une question. Et pour arriver à ça, puis de faire ça dans les 20 minutes qui sont prévues, je crois que c'est facilement atteignable parce que si on regarde la Ville de Québec, qui a, je ne sais pas combien de milliers ou de dizaines de fois plus nombreuses que nous, on a une période de 30 minutes. Et ça va bien. Donc, se concentrer sur l'essentiel de la question en évitant les longs préambules qui sont parfois des prétextes. On sait qu'on l'a dit tout à l'heure, Mme Desserra était là aussi, elle nous a rappelé que c'est une période électorale qui s'en vient. Donc, la période de questions ne doit pas être une tribune, justement, pour venir faire cette politique-là. Donc, chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 2 minutes pour poser une question et une sous-question sur le même sujet, comme on disait tout à l'heure. Mais le président pourra mettre fin à cette intervention si les règles ne sont pas respectées ou si ça sort du raisonnable attendu. Je pense que jusqu'à date, j'ai montré quand même une très grande souplesse. Trop grande, je vous fais une confidence, trop grande par rapport à certaines personnes qui me parlent, mais bon, c'est mon affaire, je l'ai tenté comme ça. Mais bon. Ce que je veux souligner, c'est que loin de moi l'idée de vouloir empêcher les citoyens de poser des questions. Les citoyens ont le droit de poser des questions, puis il y en a parfois des bonnes questions qui sont posées. Puis je pense que c'est utile, puis c'est profitable, même à l'ensemble des élus, de se faire poser ces questions-là. Personne n'est parfait. Si vous trouvez quelqu'un de parfait, présentez-le moi. Là, je vais avoir 66 ans bientôt, je n'ai jamais rencontré. Donc, ça me ferait plaisir. Là, mais... Donc, vous avez des droits. Mais vous avez aussi le devoir de le faire en suivant le règlement qui est établi. Parce qu'on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc, par tout ce que je viens, par considération de ce qu'on vient de dire ici, je vous demande d'éviter les longs préambules qui n'ont aucun lien avec la question posée. Allez-y directement avec votre question. On va y répondre. Si on ne peut pas le faire maintenant, on l'a déjà dit, il y a des choses qu'on ne tient pas toutes dans notre tête par cœur comme ça, mais on va vous répondre, que ce soit par courriel, que ce soit, si c'est d'intérêt plus général, bien, ça sera à la séance suivante s'il le faut, mais on va répondre à ces questions-là. Encore une fois, je me répète, là, mais les questions sur les ressources humaines, que ce soit l'absence, la présence de la maladie, l'arrêt de travail, le salaire et tout ça, si c'était votre question ce soir, je vous invite à rester assis parce qu'elle sera pour accepter cette question-là. Et en terminant, bien, malheureusement, si ces règles-là ne sont pas suivies, je ne vais pas hésiter ce soir à mettre fin à la période de questions. C'est quelque chose que je vous ai dit tantôt que je ne voulais pas faire, mais je pense que je n'ai pas le choix. Par respect, encore une fois, pour les gens qui sont devant vous, n'oubliez pas qu'on est vos concitoyens aussi. On n'a aucun intérêt à prendre des décisions qui seraient mauvaises pour les citoyens. On serait les premiers punis de ça. Donc, les gens qui sont devant vous sont de bonne foi et ont à cœur la réussite des plaques de planification qu'on fait. Jusqu'à là, on s'en sort bien, on l'a vu tout à l'heure. Puis, ce serait vraiment dommage de devoir ajourner ou interrompre une séance de questions pour la grande majorité des citoyens qui veulent respecter les règles et qui sont là pour les bonnes raisons. Donc, je m'arrête là. Je ne voulais pas parler trop longtemps de ça, mais je pense que c'est important de faire cette mise au point-là. Il nous reste 2 périodes de questions dans le mandat, dans la composition actuelle du Conseil, qui sera là le 2 ou 3 novembre. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions.
Bon, l'avenir nous le dira, je n'ai pas de boule de cristal. Mais pour les 2 dernières séances, je pense que c'est important de montrer à des futurs candidats qui sont peut-être un peu dans l'anonymat, qui sont plus discrets, qui se disent « Ah, moi, ça m'intéresserait », mais de la façon que ça se déroule, ça ne m'intéresse pas. Puis je trouve ça dommage que la municipalité se prive de potentiels bons candidats pour des raisons comme ça. Donc, montrons à tout le monde qu'on peut avoir une démocratie saine, on peut avoir, oui, des questions, on peut ne pas être d'accord. Ça aussi, c'est tout à fait normal de ne pas être d'accord avec certaines décisions que le conseil peut prendre, mais faisons ça dans le respect pour les 2 dernières séances, puis donnons l'envie à des gens de se porter candidat aux prochaines élections, puis qui va être gagnant là-dedans, bien, c'est pas moi ou c'est pas les futurs candidats, ça sera Sainte-Pétronille qui sera gagnante pour ça. Donc, voilà, ça conclut le petit speech en bon québécois que je voulais vous faire. Donc, je vais être prêt à prendre vos questions à partir de maintenant. Je note l'heure, puis on verra comment ça se déroule, mais il est 20h28, donc je vous invite à venir poser des questions pour ceux qui en ont. Je vais essayer de faire celle-là. Vous allez donner l'exemple. Je me présente, Flore-Marie Vessera, citoyenne de Sainte-Pétronille et directrice générale de Tour de l'Île, parce qu'il y a une question qui a un rapport avec le journal. Oui. Oui, mais je peux parler plus fort. Hein. C'est pour la captation. Ma première question, félicitations Mirabel pour le travail que vous avez effectué sur les chiffres que vous avez présentés. C'est clair. Vraiment, je suis en admiration totale. J'ai une question. Non, il n'y a pas de mais. C'est juste que c'est de la logique comptable, mais moi j'aime bien la logique. Et en fait, vous présentez une diminution de salaire de 32 000 à peu près, mais une diminution des charges sociales de 36 000. Alors là, j'ai un point d'interrogation. Oui, en fait, c'est que dans le calcul du Fonds de santé et services sociaux, le FSSS, entre autres, là, il y a quelques écarts moins significatifs, mais c'est celui-là qui est le plus significatif, c'est que les compagnies, les compagnies régulières, ils ont un certain pourcentage là, de mémoire, je pense que c'est 1,56 %, mais les municipalités sont à 4,25 ou je ne sais trop. L'écart est là, c'est que quand moi j'ai fait le budget, je n'ai pas porté attention qu'il y avait un taux différent pour une entreprise privée et une municipalité. Donc c'est une régularisation sur l'ensemble de... Oui, exact. Fait que c'est vraiment spécifié que les municipalités, c'est plus. Donc, c'est pour ça aussi que ça l'explique l'écart, là, où il y avait des petits montants aussi sur les normes du travail, les droits du travail, tout ça. Bien, à ce moment-là, il y a des charges qui vont être différentes. C'est parfait. J'ai une sous-question qui est pas totalement en lien avec la première, mais un petit peu quand même. Par rapport à l'entente avec Saint-Pierre sur les premiers répondants, c'est ce qu'ils ont annoncé avec le fait qu'il y aurait des nouveaux premiers répondants à Saint-Pierre, l'achat des camions, etc. Bien, j'ai pas pris connaissance de ce qu'ils ont annoncé précisément à Saint-Pierre. Mais oui, c'est en lien direct avec ça. Donc, votre entente ne change pas. L'entente ne change pas. Non, il reste des petits détails à confirmer entre les deux parties, mais c'est la même entente, oui. On a accepté, d'ailleurs, on avait passé une autre résolution qui signifiait notre intention de collaborer là-dedans. Maintenant, ce qu'on a dit ce soir, c'est qu'on allait élaborer ou finaliser cette entente-là. Parfait. Ça, c'était pour le journal. Parce qu'on fait un article. Merci. Ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Violette Goulet. Je veux revenir sur votre ordre du jour, les sujets de l'ordre du jour. Je me demandais comment ça, vous, vu qu'il y a des élections, là, il reste un conseil, et qu'il y a des élections, comment ça, vous mettez déjà en affiche le poste pour les loisirs et les sports et la culture, étant donné que probablement un nouveau conseil va être présent dans un mois et demi, et qui aurait pu, eux autres, mettre leur vision, là. Qui va être là, dans vous ou dans les nouveaux, je ne le sais pas. Mais me semble qu'une attente d'un mois, ça n'aura pas changé beaucoup. Ouais, je pense que comme vous l'avez bien dit, personne n'a de boule de cristal, donc ça serait surprenant, je suis d'accord avec vous, que tous les gens que vous voyez ici soient encore là. Bon, c'est ce que je pense aussi. Mais je peux ajouter un réponse. Mais oui, Mme Chouin peut compléter, mais on ne peut pas
interrompre le processus. On ne peut pas dire, ben là, il reste juste 2 séances, on va arrêter de travailler. Je n'ai pas fait ça depuis 8 ans, puis je ne commencerai pas à 2 mois. Non, mais si vous avez un bon candidat le mois prochain, que vous l'acceptez, le prochain conseil, qui que ce sera, va travailler avec votre choix. Tandis que le nouveau conseil qu'on verra en novembre est là pour 4 ans. Là, il aurait pu choisir son employé. Bon, je ne vais pas plus loin que ça. Mais je veux apporter un complément d'information important. En municipal, le politique et l'administratif, c'est quand même assez bien défini. Et la gestion des ressources humaines, c'est vraiment l'administratif. C'est la direction générale. Habituellement, il y a même des postes, quand ce n'est pas des postes cadres ou des postes professionnels, à ce moment-là, il y a des municipalités que le pouvoir de la direction générale est d'engager. Puis, habituellement, les directeurs passent au conseil, mais les postes de professionnels ne passent pas nécessairement au conseil. Donc, il y a une nuance, c'est pas le conseil qui choisit, parce que je vous rappelle que le conseil ne voit pas les CV des candidats, ne voit pas le nom des personnes, je leur dis pas, c'est confidentiel, parce que c'est pas la gestion des ressources humaines ne revient pas aux membres du conseil. Oui, la décision d'ouvrir le poste, de le prévoir au budget, puis tout ça, oui, effectivement que c'est le conseil, mais la personne qui va s'asseoir sur la chaise pour occuper le poste, c'est vraiment la gestion administrative qui le fait. Fait que c'est pour ça que moi, je vais recommander la candidature au conseil pour qu'il l'entérine, parce que j'ai pas le pouvoir de le faire. Mais durant le processus de sélection, il n'y a pas un élu qui est là. Si c'est un poste de cadre, OK, oui, effectivement, des fois, l'élu peut être là parce que c'est un poste cadre, mais quand c'est un poste professionnel comme ça, il n'y a même pas d'élu au comité de sélection. Okay. Je peux leur demander, excusez-moi, une dernière, puis je ne veux pas trop prendre les 20 minutes, là, mais c'est dire... ils peuvent me dire l'orientation un peu qu'ils veulent. OK, ouais, ça serait le fun que, tu sais, s'il est capable d'animer des sports, puis tout ça, ça serait le fun. Bien là, oui, à ce moment-là, je prends ça en considération, mais jamais ils voient les CV et le nom des gens. Puis la résolution est levée de cette façon-là aussi. Vous l'avez entendu tantôt, là, que Mme Chicoine va faire une recommandation au conseil. Dans la deuxième question, dans l'adoption du règlement sur la zone CO 804, oui. Moi, je suis allée voir sur la carte. Oui. Ça ressemble à la chenille boréale qu'on a. C'est ça. C'est ça, hein? Oui. Et il y a des zones humides aussi là-dedans. Et là, vous parlez d'activité agricole. Oui. Mais je dis, allez-vous faire une terre agricole avec cette chenille-là? Je ne comprends pas, là. Je vous rassure tout de suite, puis ça a été présenté aussi à l'Assemblée. Donc, la zone de conservation prévient ça. Donc, il ne peut pas y avoir... On ne peut pas dire, bon, on va défricher et on va planter des patates. Ce n'est pas ça qui va arriver là. La seule culture qui peut avoir en zone de conservation, c'est des cultures qui se retrouvent qu'on appelle sous couvert forestier. Par exemple, avec des bois ou, il y a d'autres... Des champignons, des choses comme ça. Puis, cette zone-là... Il y a des zones humides aussi là-dedans. Oui, mais juste pour vous rappeler, c'est qu'elle était comme ça avant. Et c'est quand on a fait en 2023 la révision de nos règlements d'urbanisme pour avoir la conformité avec la MRC, avec les nouveaux schémas d'aménagement et tout ça. C'est là que je disais, l'autre fois, le picot est tombé à terre en 2 feuilles. Il a disparu dans une manipulation de copier-coller, parce qu'il était là avant. Okay. On ne pouvait pas simplement remettre parce qu'il était là avant. Il faut refaire le processus. Non, c'est parce que je lisais activité agricole, là, puis c'est une très bonne question, parce qu'on a tous été concernés par ça, tous les élus, je vous confirme, que oui, on veut protéger cette forêt-là. Puis même si on voulait le règlement municipal, même nous, la municipalité, on ne pourrait pas le changer parce que ça fait partie du schéma d'aménagement de la MRC. Okay. Donc déjà, c'est chapeauté, protégé par la MRC à travers son schéma d'aménagement. Donc même si la municipalité décidait de faire une terre de patates, pour reprendre mon exemple de tantôt, ben, on n'aurait pas le droit, on ne peut pas le faire. Parfait, merci. Bienvenue. Maurice Boivin. Bonjour, M. Boivin. Bonjour. Moi, ma question, ça concerne le surplus qu'on dit qu'on n'a pas pigé dedans et le fonds de roulement. Il y a une question qui a été posée à la dernière session. Combien qu'il y a dans le fonds de roulement? Et puis, je voudrais que vous m'expliquiez, c'est quoi l'impact? Là, ça, mettons, on va chercher 200 000 $ dans le fonds de roulement. Là. C'est quoi l'impact sur le budget qu'on a vu? Là? Parce qu'à un moment donné, c'est pas évident. Là, à un moment donné, quand les dépenses sont prises dans le fonds de roulement, ou sont c'est un budget de fonctionnement, là, ça ici. Là. C'est pas un budget d'investissement. Non, c'est le fonctionnement. Là. On appelle ça le fonds de roulement. Fait qu'on a 400 000 $. On avait 400 000 $ là-dedans. Est-ce qu'on va nous faire un relevé de ça? Là? C'est quoi qui a été pris là-dedans?
Puis m'expliquer un peu l'impact que ça a sur ce qu'on a vu là, comme budget. À chaque fois qu'on doit sortir des fonds, je pense qu'on l'avait dit la dernière séance aussi, si on doit, on veut acheter un camion. Prenons un exemple, on veut acheter un camion, puis on dit, on ne veut pas emprunter, on va aller dans nos surplus non affectés, mais on doit le faire à travers une résolution. On ne peut pas juste simplement aller piger dedans comme ça. Donc, tout ça va vous être présenté, ça doit se faire de façon publique. On ne peut pas aller piger dans ces sommes-là. Ça va se faire de façon transparente, encore une fois. Ben, Pour ce qui est du chiffre exact, la question avait été posée à Mme Chicoine la dernière fois, mais je ne l'ai pas en tête, moi non plus. Je n'ai pas ça devant moi, là, cette donnée-là. Je pourrais revenir au prochain conseil. Là, je me suis attardée sur le budget de fonctionnement. Puis, effectivement, que si jamais, comme vous dites, là, avec des si jamais on faisait ça, bien là, on présenterait l'impact sur le budget, puis on présenterait qu'est-ce que ça donnerait aux élus? On leur présenterait, dire, bien voici, oui, on peut se payer cette dépense-là, mais voici l'impact sur le budget. Alors là, on n'a pas fait cet exercice-là parce que c'est pas ça qui est prévu. Donc, mais par contre, dans votre exercice, dans des sessions, là, des séances, vous avez été pigé dedans, on le voyait, là, ça va être pris là. Oui, mais quand Monsieur le maire l'a dit, quand vous relisez tous les procès-verbaux, habituellement, on le met dans où la dépense va être prise. Ben, c'est ça, je dis. Bien, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, si vous relisez les procès-verbaux, dans la résolution, il va être marqué que telle dépense va être prise dans le surplus. Alors, c'est moi qu'il faut que fasse la comptabilité de ça, que je regarde tous les procès-verbaux, puis j'ai additionné qu'est-ce qui a été pris. Je vous demande qu'est-ce qui a été pris. Ça, c'est public, effectivement. Fait que c'est à ce moment-là, si vous voulez faire cet exercice-là, vous pouvez, c'est déjà public. Puis si vous faites une demande d'accès aux documents pour l'avoir, moi, je ne peux pas faire la compilation si je ne l'ai jamais faite. Donc, oui, c'est à vous de vérifier. Puis vu que l'information est déjà publique, c'est ce que je vous répondrai, par exemple. Ça n'empêche pas que quand on va présenter le budget, ça va être bientôt, ça va arriver vite, en décembre 2025. On va présenter le budget pour 2026. Et là, effectivement, il va y avoir un bilan de fait. Parce que les surplus, on ne pige pas là-dedans à chaque mois. Là. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé entre la dernière fois que je vous l'ai présenté puis versus aujourd'hui. Il y a certaines dépenses qui ont été prises dans les surplus, mais c'est pas on ne paye pas l'épicerie avec ça, comme on dit. Là. C'est vraiment des investissements capitalisables et tout qu'on va aller chercher, donc, ou une dépense courante exceptionnelle. Mais c'est pour ça qu'entre le moment que je vous l'ai présenté et aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et oui, quand on va présenter le budget pour les prévisions budgétaires 2026, bien évidemment qu'on va présenter l'ensemble de l'œuvre et vous aurez à ce moment-là cette information-là en temps et lieu. Mais comme je vous dis... En tout cas, là, je ne l'ai pas. Non, là, vous ne l'avez pas. Fait que vous allez l'avoir bientôt. OK. Je pense que le 400 000, là, quand on aurait besoin d'un montant dans ce compte-là qui est placé, c'est comme si on se faisait un prêt à nous-mêmes. On doit le remettre dans ce compte-là. On parle du fonds de roulement, là? On doit le remettre. Dans le fonds de roulement. Donc, il était à 400 000, il devrait être encore à 400 000. Ça doit être pour un investissement, par exemple. On va acheter ça pour... on organise une fête, on va aller piger là-dedans. Ça ne peut pas être ça. C'est vraiment un fonds d'investissement. C'est remis dedans, là. Oui. Vous m'affirmez que... Donc, il est à 400 000. Au bout de l'année, si on avait 400 000 de surplus, 400 000 dans le fonds de roulement, ça va être encore ça en fin de l'année. On vous l'a dit. À moins que... Si on pige dedans, vous allez savoir, ça va être fait ici. C'est marqué dans le procès-verbaux, mais c'est moi qui fais l'exercice là, de comptabiliser ça. Là. Non, il y a des auditeurs faits pour ça, M. Romain. Donc, merci pour votre question. Je vous demande de laisser la place au suivant, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est la première fois que j'assiste à une séance vraiment préélectorale. Et puis, le budget, la présentation du budget que vous avez fait, habituellement, là, c'est une séance complète, ça, là. Puis c'est ça que ça l'a pris, là. Je pense que Mme Chicoine vient juste pour... mais c'est bon, félicitations, là, c'est un beau budget. Félicitations pour ça. Mais normalement, là, c'est une séance complète là, pour ça. Voyez-vous, M. Bourret, on peut poser des questions. Je vais regagner votre place, s'il vous plaît, mais je vais juste confirmer. Ce que vous dites, c'est pas tout à fait exact. Et Mme Chicoine l'a bien expliqué tantôt. C'est une obligation des municipalités en année électorale de faire cet exercice-là. Puis je pense qu'il y a un élément de plus. Puis je pense, je ne sais pas, vous ne l'avez peut-être pas saisi tantôt, mais Mme Chicoine a bien dit, on a décidé de ne pas attendre à la dernière séance, puis ensuite s'en laver les mains. Au contraire, on l'a présenté aujourd'hui, ça va être déposé sur le site web demain ou après-demain, en fonction des difficultés techniques, mais vous aurez l'occasion de l'éplucher, d'en prendre connaissance tranquillement chez vous, comme vous le voulez,
Puis, le 29 septembre, revenir avec des questions. Si on aurait aimé ça, avoir ça pour 2024 aussi, un budget aussi détaillé de dépenses. C'est-